De janvier à novembre, le district d'Abidjan a jeté des pères de famille à la rue. Le district d'Abidjan a détruit des familles. Le district d'Abidjan a cassé les maisons des gens sans même information préalable. Si on vous a raconté qu'on a fait quelque chose pour les déguerpis là, c'est faux. Donc sur quelle base la police ou la gendarmerie peut arrêter des gens et puis les raser? Moi je viens me plaindre de la brigade. Au tribunal militaire, là, on ne peut pas faire audition là-bas. C'est à cette même brigade, je dois retourner pour aller faire mon audition. Ça, c'est quelle affaire? On va parler, vous dites, on ne doit pas critiquer les institutions. Mais quand les institutions se comportent mal, on fait quoi? On croise les bras et puis on les regarde. Urgent. Pulcherie Gébalet fait de graves révélations sur les injustices que subissent le peuple ivoirien. Écoutez jusqu'à la fin. Vous serez horrifiés. Chers Ivoiriens, amoureux de la Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts. Soyez mobilisés, car la révolution ivoirienne va débuter. Trop, c'est trop. 675 pour le gasoil et 705 francs pour le pétrole lampant. C'est déjà une bonne nouvelle. Et puis merci au gouvernement, mais on espère mieux que ça. Merci beaucoup. Nous avons déjà dénoncé que sur la Y4, bien que le projet ne soit pas entièrement terminé, on a annoncé... Excusez-moi. On a annoncé, on s'est plaint du fait que dans les carrefours, il n'y a pas de signalisation, de sorte que quand l'automobiliste arrive, il ne sait pas comment s'orienter. Donc vraiment, c'est un problème qui n'est pas encore résolu. Mais l'autre problème qu'il y a, c'est que l'éclairage n'est pas bon. Ça aussi, on l'avait déjà dit. Sur la Y4, la nuit, c'est vraiment dangereux. Mais il y a les panneaux de signalisation, d'indication des vitesses. Les panneaux sont trop rapprochés. On vous dit 70 km. Vous ne faites même pas 100 à 200 mètres, on dit 50. Après, on dit 30, ou bien on remonte encore à 70. Donc, vraiment, ça fait un peu bizarre. On ne sait pas à quoi c'est dû. Il faut vraiment qu'on essaie aussi de revoir ça parce que ça fatigue aussi, hein, franchement. Si on met une vitesse, on suppose que c'est par rapport à certains paramètres. Mais 100 mètres plus tard, de 70, on passe à 50. De 50, on peut repasser à 70. Ensuite, à 30, c'est un peu fatigant. Donc, on le signale aussi. C'est de notre rôle de parler de ce qui ne va pas pour que des dispositions soient prises. Voilà. Nous allons commencer le chapitre des injustices avec le cas d'une dame, d'une vieille femme qui actuellement a plus de 75 ans, qui est la première femme exploitante forestière en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que, excusez-moi, elle est la première femme exploitante forestière en Côte d'Ivoire. Et depuis 1980, elle a tout ce qu'il faut pour travailler. Elle était propriétaire d'un périmètre d'exploitation forestière. Et contre toute attente, le 29 juin 2009, ce périmètre-là lui a été arraché. On ne va pas donner des précisions sur celui à qui on a affecté ce périmètre, parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire que la vieille a été victime d'injustice et donc depuis 16 ans, elle et ses employés sont dans la tourmente. Le pire, c'est qu'elle a pu saisir le président de la République qui a donné des instructions pour que cette situation-là soit régularisée. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ça piétine. C'est pour cela que nous parlons de son cas, pour que ceux qui ont des contacts avec le président de la République lui disent que sur cette affaire, malgré ses instructions, malgré les courriers que la vieille a reçus du cabinet du président de la République, rien n'a été fait pour régulariser sa situation. Voilà. Si vous voulez entrer en contact avec elle, vous pouvez nous contacter au 07 47 45 11 45. On vous mettra en contact avec la vieille. Mais vraiment, nous comptons sur ceux qui connaissent le président de la République pour se pencher sur le cas de la vieille qui est vraiment une injustice très criarde. Voilà. Donc, yako à la vieille et on espère que la présidence de la République va réagir. Voilà. On enchaîne avec le cas des contractuels de la santé. Vous savez, au niveau du personnel de la santé, nous avons les fonctionnaires, mais nous avons aussi les contractuels. Et les contractuels, parmi les contractuels, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont gérés par des prestataires comme LMO.
et il y a ceux qui sont gérés par les ressources propres de l'hôpital. Malheureusement, ces contractuels, depuis plusieurs années, ont vraiment beaucoup de difficultés, ils ont vraiment beaucoup de problèmes et on ne sait pas pourquoi ça perdure. Quand ils se plaignent au prestataire, le prestataire accuse le ministère. Quand vous parlez aussi au ministère, le ministère accuse les prestataires. Toujours est-il que ce sont les contractuels qui restent au milieu et leur situation empire d'année en année. Donc actuellement où nous vous parlons, en ce qui concerne ces contractuels, excusez-moi, ces contractuels-là, le SMIC n'est en général pas respecté. Ça dit les 75 000. On ne sait même pas dans 75 000 là, qu'est-ce qu'on peut faire? Maison de combien on paye? Nourriture, déplacement, santé, tout ça là, dans 75 000. C'est dans ça là. Certains travailleurs n'ont même pas ces 75 000. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que les agents qui sont gérés sur ressources propres des hôpitaux là, eux, ils ne sont pas déclarés à la CNPS. Et pour ne pas les déclarer, on leur donne des contrats de 6 mois, des CDD qu'on renouvelle tous les 6 mois. Ça fait qu'ils ne peuvent pas avoir de retraite. Donc il va falloir que la CNPS regarde de près ce genre de problème là, parce que tous les travailleurs devraient avoir droit à la retraite. Même les journaliers là, dans une société normale, on peut les déclarer, on doit les déclarer à la CNPS. Ils peuvent être victimes d'accidents de travail, il y a beaucoup de choses qui leur arrivent en général. Donc voilà un problème qui est posé. Maintenant pour les agents de LMO, ils totalisent 2 à 1 an d'arrivée de salaire. Ceux qui ont des salaires là, ils savent de quoi on parle. Souvent même avant le 10 du mois là, l'argent est fini. C'est comme ça vous voyez les gens faire rang pour aller demander avance de salaire et sur salaire dans les banques. À plus forte raison, ne pas payer quelqu'un pendant 2 mois jusqu'à 1 an. Voilà la situation des contractuels de la santé. Donc vraiment, on veut interpeller le ministère en charge de la santé pour regarder de près ce qui se passe et aussi interpeller le ministère de l'Emploi pour envoyer vers ces prestataires là, en tout cas aller contrôler ce qui se passe pour que les travailleurs vraiment puissent être dans de meilleures conditions de travail. Donc, il y a qu'aux contractuels de la santé, on va suivre l'évolution de la situation et on viendra vous dire s'il y a eu un changement ou pas. Voilà. Donc, par rapport aux agents de la Poste, vous avez vu le direct qu'on a fait avant-hier dimanche pour vous dire que grâce à toutes les luttes qui ont été menées pour que le stock des arriérés, pour la revalorisation de leur salaire de 2015 et de 2023 soit payé, tout est rentré dans l'ordre. Donc la lutte là, ça paye. On remercie les autorités qui ont régularisé ça, mais en réalité, c'est les mêmes autorités là aussi qui avaient créé le problème. Du coup, c'est tout à fait normal, mais on les remercie quand même parce qu'il y a des cas où ils ne réagissent pas. Donc les cas pour lesquels ils réagissent là, on doit leur dire merci. Voilà, donc merci au président, merci au Premier ministre, merci au ministre du budget et merci au ministre en charge de la Poste. Voilà. Donc on espère, vraiment tout est rentré dans l'ordre, ils n'ont plus d'arriérés de salaire et tout. On espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Toujours, bon, ça c'était pour les problèmes d'emploi. Voilà, toujours dans les problèmes d'emploi, on a été informé d'une situation à la Sipaco-Si. C'est la société industrielle de parfumerie et de cosmétiques. Ils ont 2 entreprises ici à Vridi, Sipaco 1 et Sipaco 2. Et les employés de cette entreprise-là se plaignent des injustices qu'ils subissent. On en parle pour demander aux centrales syndicales de se pencher sur les problèmes des travailleurs de là-bas. On en parle pour demander au ministère de l'Emploi d'envoyer des inspections du travail, des inspecteurs du travail là-bas. Mais comme on a décidé d'écrire un courrier aux responsables de cette entreprise, parce que les employés qui nous ont parlé là, ils disent que ce n'est pas la faute du DG, parce que tout se passait bien jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, on ait embauché un nouveau directeur que je ne nommerai pas ici, et c'est celui-là qui leur fait subir des misères, des réductions de salaire jusqu'au tiers du salaire. C'est-à-dire que si tu touchais 300 000, lui, il décide qu'il te donne 100 000. Il n'y a pas de travail, les gens acceptent ça, mais imaginez ce que c'est. On sait que la plupart des travailleurs sont endettés auprès des banques. Comment lui, il fait maintenant pour vivre quand il ne lui reste que sa quotité cessible? Donc, il y a des graves injustices là-bas. Je ne cite que cet exemple pour vous donner une idée de ce que les travailleurs de là-bas vivent. On diminue le salaire quand on veut, comme on veut, on diminue les primes, on fait du chantage
ceux-mêmes qui sont syndicalistes ou délégués ne sont pas libres, si ce fameux directeur que je ne vais pas nommer, je précise que ce n'est pas le directeur des ressources humaines, parce que vous allez penser que c'est lui, je ne parle même pas de ça. Mais ce fameux directeur dont on nous a parlé là, on dit c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Et si il n'aime pas ta tête, tu es foutu. Même si tu parles avec un collègue là, tu as eu problème. Comment des délégués du personnel ou des syndicalistes peuvent ne pas avoir le droit de parler à leurs camarades? Donc vous imaginez un peu comment la liberté syndicale est menacée dans cette entreprise. Donc, comme on vous l'a dit, on nous a signalé beaucoup de choses. On ne va pas en parler maintenant parce qu'on a décidé d'écrire. Et quand on va écrire, si on n'a pas eu de suite, on viendra vous détailler ce que les employés de là-bas vivent. On va même jusqu'à prendre la gendarmerie pour aller intervenir dans une affaire entre employeurs et employés. Vous voyez, je n'ai pas parlé de détournement d'argent. Donc les gendarmes même aussi du port là, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas leurs prérogatives, mais vraiment il y a un problème. Il y a vraiment de sérieux problèmes là-bas. Donc on va revenir sur ce sujet-là. En tout cas, Yako à tous les travailleurs qui travaillent dans toutes les entreprises. Si vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à nous saisir. Parce que c'est le droit qu'on doit appliquer dans les entreprises et pas autre chose. Si on a une entreprise qu'on n'est pas prêt à respecter le droit, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Des gens qui vous font gagner de l'argent et puis vous les traitez comme des esclaves. C'est pas sérieux. Donc vraiment la responsabilité des centrales syndicales et du ministère de l'Emploi est vraiment engagée dans cette affaire. Voilà. Donc on va revenir dessus. On va revenir dessus. On voudrait maintenant vous parler d'un problème qu'on a cité quand on annonçait ce direct. C'est quelque chose qui est survenu à Beaunois le 3 août, dimanche 3 août 2025. J'en ai fait un carton rouge à Reflect TV, mais je reviens dessus pour vous donner les détails et vous dire combien des gens qui devaient protéger les populations sont eux-mêmes les bourreaux des populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Et celui dont je vous parle là, ce n'est pas quelqu'un de banal. Et même si c'était quelqu'un de banal, tout citoyen doit avoir ses droits respectés. Celui dont je vous parle là, il vient d'être reçu à son concours de l'ENASUP supérieur. C'est pour vous dire qu'il n'est pas là pour raconter n'importe quoi. D'abord, bon, donc je raconte la chose, l'histoire. Il dit que le dimanche 3 août 2025, il s'est rendu à Beaunois pour l'anniversaire de la fille de son ami qui est à l'extérieur. Arrivé là-bas, il était parti avec un de ses amis. Arrivé là-bas, il est allé dans un supermarché avec son ami pour acheter de la boisson. Arrivé là-bas, on les rafle. Arrivé au supermarché là, on les rafle. Je vous parle de la journée, hein, il est 15 h, on les rafle. Et on les prend, on les fait asseoir à même le sol à côté du cargo de la gendarmerie. Et on a raflé plusieurs personnes comme ça, on les fait asseoir à terre. Et quand le responsable de cette équipe-là arrive, il demande à ses collègues, mais depuis là, vous ne les avez pas encore rasés. Je ne sais pas dans les tests de la gendarmerie là, s'il est écrit quelque part que quand on arrête les gens, on doit les raser. C'est très grave. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici là, c'est un pays laïque. Et on est libre d'avoir la coiffure qu'on veut. Donc sur quelle base la police ou la gendarmerie peut arrêter des gens et puis les raser? Ça c'est déjà la première atteinte. La deuxième, parce qu'on les a fait asseoir à terre. Ça là aussi, c'est une humiliation. En plein jour, devant tout le monde, tu n'as rien fait. Au lieu de contrôler tes pièces et puis te libérer, parce que normalement quand on fait ce genre d'opération en plein jour, c'est qu'on cherche quelque chose. Ou alors vous les contrôlez là, vous les libérez, ou bien vous les envoyez à la brigade, vous les contrôlez, les interroger et puis les libérer. Mais les faire asseoir à terre, ça répond à quoi? Les raser, ça répond à quoi? Donc on finit de les raser devant tout le monde là. C'est après ça maintenant, on les envoie à la brigade. Et arrivé là-bas, on les force à déverrouiller leur téléphone. Voilà une autre violation. On les force à déverrouiller leur téléphone. On fouille leur téléphone. Et la personne qui s'est plaint là, il est acteur de cinéma. Donc en juin de cette année, il a fait des prises de vue avec des Belges qui sont venus ici en Côte d'Ivoire. On ne doit pas voir blanc dans le portable de quelqu'un. On dit comme on a vu des blancs dans son portable là, il est bruteur. Ça c'est quelle façon de réfléchir ça là? Nous ce qu'on sait, c'est qu'avant, la gendarmerie était un corps d'élite. N'était pas gendarme qui veut. Mais voilà les gendarmes d'aujourd'hui là, comment ils se comportent. On a vu blanc dans son portable, on dit il est bruteur.
Et puis on veut bloquer son téléphone. Il dit, mais non, moi je travaille avec mon téléphone. Donc je ne peux pas vous laisser mon téléphone. Bref, finalement, c'est à 20h30, on le libère. On le libère à 20h30. C'était le dimanche 3 août. Le 5 août, il va porter plainte à chose, comment on appelle ça, au tribunal militaire, puisqu'il s'agit de gendarmes. Il s'en va au tribunal militaire, on reçoit sa plainte, on lui dit qu'on va l'appeler. Depuis le 5 août, on ne l'appelle pas. C'est le 27 août, lui-même il est retourné là-bas pour dire, mais j'ai déposé une plainte, je n'ai pas reçu de suite. À notre grande surprise, on lui donne un papier. Tout ça là, je vous parle de ça là, j'ai vu la plainte, j'ai vu le papier. Je ne suis pas en train de parler au hasard. On lui donne un papier pour lui dire de retourner à la brigade de Benoît là, pour aller faire son audition. Moi, je viens me plaindre de la brigade. Au tribunal militaire, là, on ne peut pas faire audition là-bas. C'est à cette même brigade, je dois retourner pour aller faire mon audition. Ça, c'est quelle affaire? On va parler, vous dites, on ne doit pas critiquer les institutions. Mais quand les institutions se comportent mal, là, on fait quoi? On croise les bras et puis on les regarde. Ce sont les institutions elles-mêmes qui prêtent le flanc. Ce sont les institutions qui prêtent le flanc. Ce que je suis en train de dire là, on n'a pas inventé. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience qu'il a partagée avec nous. Donc vraiment, j'ai tenu à porter cette situation au public pour que tous ceux qui sont victimes d'abus, tous ceux qui sont victimes d'injustice, de la police, de la gendarmerie ou des militaires, vous avez le droit de vous plaindre. Et si le tribunal comment on appelle ça, le tribunal militaire ne réagit pas comme il faut, mais écrivez au procureur du tribunal militaire pour signaler ça, parce que lui il peut ne pas être au courant. C'est les choses qui se passent et puis lui il ne sait pas. Maintenant si vous lui avez parlé, que lui aussi il ne réagit pas, ça dit nous on va vous dire la suite. Mais nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Police, gendarmerie, les militaires même là-haut, chacun fait ce qu'il veut. Chacun abuse des populations. Et quand c'est comme ça, là, c'est dans les situations comme ça, on attend qu'on envoie les gens à la télé pour montrer que, on a fait quelque chose. Eux-mêmes là, ça va faire qu'ils vont non seulement se ranger, mais ça va rassurer les populations. Donc vraiment, il faut qu'on se ressaisisse et il faut que les responsables de ces institutions-là prennent des mesures très vigoureuses pour arrêter que certains éléments de ces institutions-là salissent les institutions et les exposent aux critiques. Voilà. Donc, il y a quoi encore à se faire. On espère que le procureur du tribunal militaire va se saisir de cette affaire pour la gérer correctement. Nous sommes en septembre. Nous sommes en septembre. Et nous savons que pendant toute l'année 2024, de janvier à novembre, le district d'Abidjan a jeté des pères de famille à la rue. Le district d'Abidjan a détruit des familles. Le district d'Abidjan a cassé les maisons des gens sans même information préalable. Les déguerpis, c'est d'eux que je veux parler ce matin. Ça fait 1 an. On va organiser une conférence où on va donner tous les détails. Mais ce que je voudrais dire au public, c'est que si on vous a raconté qu'on a fait quelque chose pour les déguerpis, là, c'est faux. Je vais vous donner tout juste des grandes lignes. Ils ont commencé à les déguerpissements au marché Djekonan du plateau le 4 janvier 2024, pour l'année 2024 là. Et après, ils se sont déportés à Gesco et à Banco 1 en janvier et en février. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Et ils prétendaient que c'était des quartiers précaires, que c'était des zones inondables, que c'était des zones inhabitables. Mais tout ça n'était pas vrai. Tout ça n'était pas vrai. Parce que dans tous ces déguerpissements-là, il y avait 2 villages. Un village n'est pas un quartier, encore moins un quartier précaire. Le village de Banco 1 et le village d'Adjamé village. Il y avait une opération immobilière. On sait quelles sont les autorisations qu'il faut obtenir pour construire une opération immobilière. Ce n'était pas un quartier précaire. Ils ont cassé la cité Eden de Gesco. Et une cité qui a 70 maisons, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore expliqué pourquoi on a cassé 25 maisons et puis on a laissé les autres. Ils ont cassé le quartier d'Abattoir. On dit que c'est une zone inondable, alors que les habitants de là-bas n'ont jamais vécu d'inondation. Mais dès qu'on a cassé là, sans aucun aménagement, on a donné le site à des opérateurs économiques. Vous allez là-bas actuellement, ils sont en train de construire. On a cassé le quartier de Gesco.
Et tout ça, c'est en pleine année scolaire, hein, jusqu'à la rentrée suivante. Et là-bas, on nous dit que c'est un quartier précaire. Je voudrais vous informer que les habitants de Jesco avaient des ACD. Plus de 200 personnes avaient des ACD. Et en plus de cela, dans le cadre d'un projet de l'AFD, l'Agence française de développement qu'on appelle PACRA, il y avait un projet même pour bitumer les rues de Jesco. C'est dans ça là, ils sont venus casser Jesco. Donc pour vous dire que désormais en Côte d'Ivoire, avoir un ACD, ce n'est pas une sécurité. Et on a cassé là, la moindre des choses. Si on était dans un pays qui développe réellement et qui lutte contre la pauvreté, la moindre des choses, c'était de faire une réunion à la mairie avec ces populations-là, pour leur expliquer pourquoi on doit casser. Quand elles doivent partir et comment elles doivent partir, ça ne s'est pas passé comme ça. On a cassé des marchés. La dernière fois, on est parti à la cité Fermont. Là où on a détruit le marché, là, ils sont en train de construire des magasins. Mais ceux dont on a détruit les activités, là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et vous allez voir que les prix de ces magasins ne seront pas à la portée de ceux qui sont partis. Voilà le pays dans lequel on est. Et pour faire bien aux yeux de l'opinion, le 13 mars 2024, après avoir dit que c'est des quartiers précaires et qu'on ne doit rien faire pour eux, le Conseil des ministres a pris 5 mesures. 5 mesures qui n'ont pas été appliquées jusqu'aujourd'hui. La seule qui a eu un début d'application, c'est l'indemnité de relogement de 250 000. On vient casser la maison de quelqu'un sans le prévenir au milieu de la nuit comme un voleur, sans qu'il ne puisse sauver ses effets personnels. C'est 250 000 là qui va faire quoi? Mais même dans 250 000 là, tout le monde n'a pas eu 250 000. Ils ont demandé aux mairies de faire les listes. Les mairies ont fait les listes sans associer les comités de déguerpis. Ça a donné des listes frauduleuses. Ça a donné des listes frauduleuses. Donc il y a des gens, comme les gens du quartier Oufoué-Boigny à Yopougon, qui n'ont jamais été affectés, qui étaient sur les listes pour avoir les 250 000. C'est ceux-là que vous voyez à la télé, elles dans dehors pour dire qu'ils sont contents. Et puis il y a des gens qui sont effectivement impactés et qui n'ont rien reçu. Ils ne sont même pas sur la liste, ils vont recevoir ça comment? Maintenant, ceux mêmes qui ont reçu là, on a fait un focus, vous allez voir les conditions dans lesquelles ils vivent actuellement. Parce qu'avec 250 000, on ne peut pas prendre maison à Abidjan ici. Vous dites, vous ne voulez pas quartier précaire. Avec 250 000 là, c'est dans le quartier précaire, on peut trouver quelque chose. Donc vraiment, c'est dommage. Et ils ont annoncé qu'ils vont construire des logements à Donkwa, dans la sous-préfecture d'Anyama, sur un site de 36 hectares. 36 hectares là, ça fait 360 000 mètres carrés. Quand on enlève 35% pour les VRD, c'est-à-dire les voiries et réseaux divers là, il reste quoi? Ce qui reste là, quand on fait la division, ça donne environ 78 mètres carrés par logement. Pour des gens qui avaient entre 300 et même plus de 3000 mètres carrés pour certains. Il y a un monsieur là, lui seul, il avait 86 portes à Banco 1. Il avait 86 portes. Vous imaginez ce que ça fait en termes de loyer. Il avait un hôtel, il avait dépôt de boissons, il avait dépôt de gaz. 14 enfants. Aujourd'hui, là, il est zéro. Par le travail du district d'Abidjan. Et des gens comme ça, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas supporté, là, il y en a même qui ont fait des crises de AVC. Mais on s'en fout de ça. On a jeté les gens dans la pauvreté. Maintenant, les fameux logements, ils disent qu'ils vont donner 3000 logements là. Vous avez affecté plus de 20 000 familles. 3000 logements. Comment vous allez distribuer ça? Et puis, c'est pas cadeau, hein. On dit ceux qui ont les 3 pièces vont payer 36 000, ceux qui ont les 4 pièces vont payer 40 000. En tant jusqu'à aujourd'hui où on parle là, il n'y a pas une brique qui est sortie de terre. Voilà la rentrée. Et déguerpis là. Monsieur est ici, madame est là-bas, les enfants sont ailleurs. Après, on va venir se plaindre de la délinquance. La famille, c'est la base de la société. Quand une famille est disloquée là, c'est la société qui est menacée. Parce que l'éducation des enfants prend un coup. Voilà le pays dans lequel on est. Donc, il y a qu'au déguerpis, ça fait 1 an que vous avez subi des dommages. Voilà la rentrée qui arrive et c'est pour cela qu'on a lancé une opération. C'est des milliers de familles. Nous, on n'a pas les moyens de s'occuper de tout le monde. Mais si vous nous aidez, on va sélectionner au moins 100 familles auxquelles on va donner des kits scolaires. On ne veut pas d'argent. Achetez les kits là. Venez nous donner. Nous, on va distribuer ça. Donc, ceux qui peuvent là et qui veulent que Dieu vous bénisse, on vous attend. Vous appelez le 07 47 45 11 45 et on va travailler ensemble. Donc, il y a quoi encore au déguerpis. L'autre sujet qu'on veut aborder, c'est le sujet des relations entre la mine d'or de Perseus Mining et les villages d'Angovia et Alaoubasi. Il y a 15 villages
qui sont dans la zone d'influence de cette mine, mais il y a 3 villages qui sont directement impactés, toujours dans la ruse. On a rusé avec la réconciliation. Aujourd'hui encore, on ruse avec la paix dans les élections. Parce que Cap Côte d'Ivoire a commencé une négociation avec le RHDP. On ne sait pas où c'en est, ils prennent leur temps, le temps avance. Mais le dialogue là, on doit le faire. C'est une question de responsabilité. Parce que le président de la République est garant de l'unité nationale. Quand la paix sociale est menacée là, on doit s'asseoir pour se parler. C'est comme ça on fait. Surtout quand on prétend être fouettiste. Le dialogue là, c'est ça qui était la base de la philosophie du président Oufou. Donc vraiment là, nous en tant que société civile, tout ce qu'on peut faire là, c'est parler. Mais on vous met face à vos responsabilités. S'il n'y a pas de dialogue avant le 25 octobre, ça veut dire qu'on a travaillé pour qu'il n'y ait pas la paix. Parce qu'actuellement, tout le monde est inquiet, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc vraiment, c'était de notre rôle de tirer la sonnette d'alarme et de faire des propositions. On l'a fait. Le texte est sur ma page, la vidéo aussi est sur ma page. Vous pouvez aller écouter les détails. Mais ce qui est à retenir, c'est que respecter les délais constitutionnels, là, ce n'est pas plus important que la vie des Ivoiriens. Asseyez-vous, parlez, quitte à reporter l'élection pour mieux l'organiser. C'est notre avis et c'est notre droit de donner notre avis. Je parlais tout à l'heure de liberté d'expression. Hier, il y a Ziki qui a été arrêté, un cyberactiviste pro-Gbagbo. Dans l'article 20 de notre Constitution, nous avons la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Dans l'article 19, il y a aussi la liberté d'opinion. Mais à quel moment on franchit le pas pour tomber dans des propos subversifs là? Il faut que le procureur nous le dise, pour qu'on le sache. Parce que Ziki a été arrêté, je ne sais dans quelles circonstances. C'est l'occasion aussi de vous dire que normalement, là, après 21 h, à partir de 21 h, on ne doit pas arrêter quelqu'un. Sauf si la personne a tué, ou alors elle détient des substances illicites comme la drogue. Mais même malgré ça, c'est avec un mandat du procureur. Donc, dans quelles circonstances on a arrêté Ziki, je ne sais pas. Mais si c'est ce qu'on a entendu de Ziki, pour dire aux gens d'être dans les maquis, d'être prêts et tout là, on veut savoir quelle est la différence entre la mobilisation et les propos subversifs. Parce que quand on gère un grand groupe, ou bien quand on s'adresse à un grand groupe, on est emmené à lancer des messages où on peut demander aux gens de s'apprêter pour une activité pacifique. Parce que dans la Constitution, on a parlé de manifestation pacifique. À quel moment on franchit le pas pour entrer dans des propos subversifs là? Il faut qu'on nous le dise. Il faut qu'on nous le dise, qu'on le sache. Parce que là, nous, on ne comprend pas. Est-ce que ça veut dire que publiquement, on ne peut plus mobiliser pour une activité pacifique? Donc vraiment, Yako, Azigi, nous sommes tous passés par là. Il y a la justice humaine et puis il y a la justice divine. Donc, sois fort là-bas où tu es. On espère que tes droits seront respectés. On va suivre toute cette affaire et on vous reviendra sur les développements. Mais vraiment, il faut qu'on nous réponde sur ces questions-là. Nous allons aussi parler d'un projet. On passe maintenant à nos annonces. On a un proche collaborateur qui est très sérieux.